Bon, bah, bonjour à tous. Donc une présentation qui se veut pas, un du haut vers le bas, mais plutôt, un partage de petits bouts de code que j'ai trouvé, lors de mon activité de mainteneur, LLVM et que j'ai trouvé intéressant pour, certaines propriétés et que du coup je partage. Voilà, donc bon sinon voilà, je m'appelle Serge, et cetera. J'ai un travail, et des passions. Hop, donc du coup j'ai pris, cette, illustration pour, me présenter. C'est une carte de l'extension, Mirage, du jeu Magic: The Gathering et c'est un bricoleur gobelin. Voilà, donc ce que je vais vous présenter là, ça aurait pu commencer comme de la recherche ou de l'ingénierie, mais souvent ça a fini en bricolage. C'est pas forcément une mauvaise propriété ni une bonne, hein, c'est juste, un état de fait. Je pense que souvent on espère, faire de l'ingénierie et puis la réalité, vient toquer à la porte et on joue avec, ce que la réalité nous impose. Hop là, donc commençons directement par ce problème qui était mon premier problème à résoudre lors de mon embauche à Red Hat. Un bug assez rigolo, dans la base de code LLVM. Alors, là c'est pas la vraie implémentation de Small Vector. Small Vector c'est une classe dans les Advanced Data Types de LLVM qui implémente en gros un std vecteur qui utilise de la mémoire allouée sur la pile au lieu de mémoire allouée sur le tas quand il est sur un petit nombre d'éléments et il bascule automatiquement heu, vers un std vector, quand il y a besoin. Et donc il y a c'est une classe qui est assez importante, dans LLVM, hein, comme on dit, tant qu'on peut se ramener à des tableaux, on est content. Et donc cette classe, elle est optimisée pour, ne pas faire certaines opérations si le type, stocké, il est, trivialement, copiable. Donc en gros, on voit que derrière, il y a des mêmes copies au lieu de faire des std copies, par endroit. Pas besoin d'appeler le destructeur, de la même façon. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Et la façon dont c'est implémenté, c'est par, par une spécialisation d'une base du small vector, qui se base sur le trait, std is trivially copyable. Bon, c'est plus exactement le cas maintenant, mais c'est l'idée. Et cette classe-là pose un souci, de portabilité assez rigolo, heu, que je vous illustre par un petit bout de Godbolt, voilà. Alors, je vous ai fait, une classe, template ici, qui, a en deuxième argument template une valeur dont positionnée par défaut en fonction du résultat du trait test et on a une implémentation différente, suivant qu'on a la valeur, vraie, donc ça c'est l'implémentation de base, ou la valeur fausse, qui est ici. Et ce trait, on l'a écrit de façon, là, très explicite, il renvoie pas la même valeur suivant le compilateur utilisé. Et quel est l'impact, de ça? Bah, on peut le voir sur cette, fonction-là. Si on regarde son nom là, à la fin, ça finit par B1EE. Et si je change de compilateur pour passer par exemple sur GCC, eh ben, ça finit par B0EE. Donc c'est, normal, hein, parce que le type du premier paramètre fait partie du nom du symbole à cause, de bah, voilà, c'est C++, c'est comme ça, on va pas rentrer dans les détails. Et du coup, la valeur entrée par le trait, la valeur rendue par le trait, elle intervient dans le type et donc dans la signature de foo. Où est-ce que ça peut poser un problème? Eh bien, si on a dans ce trait-là dans nos fichiers d'entête et qu'on a compilé notre bibliothèque, donc par exemple la liblvm avec GCC, mais qu'ensuite dans notre code client, on utilise ce même trait, mais en compilant du code avec Clang, eh bien, on va avoir des symboles différents et donc on va avoir une erreur de link. Une erreur de link parce qu'on a un trait qui se comporte pas, de la même façon suivant Clang et GCC. Là, vous allez me dire: «Bah oui, mais quelque part, si tu as écrit du code, compiler spécifique dans tes fichiers d'entête, eh ben, tu as que ce que tu mérites et tu peux aller pleurer dans ton coin». Alors, c'est vrai, sauf que l'implémentation du trait, standard, «Est-ce que je suis trivialement, copiable?» eh ben, elle est pas, consistante à travers les différentes versions d'un même compilateur et pas plus entre différents compilateurs.
Donc, on se retrouve avec, un détail d'implémentation ou une erreur d'implémentation suivant vis-à-vis du standard, heu, dans les compilateurs qui, leak dans notre base de code et qui nous cause plein d'erreurs. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Et ben, soit on attend que les différents compilateurs se mettent d'accord pour suivre, la référence, donc le standard, mais ça, l'attente n'est pas une vertu dans le monde de l'informatique. Donc on est obligé de faire une implémentation de ce trait, à la main et de garantir que cette implémentation-là, et ben, elle est, correcte pour, les compilateurs qu'on considère. Donc on se ramène à un nouveau problème qui est comment implémenter std is, trivially compilable, mais en, userland, sans faire appel à trop d'intrinsèques, des compilos. Ce qui paraît être une tâche assez, compliquée, mais il y a des petites astuces qui étaient assez rigolotes et donc je vais vous les partager. Donc ça, c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc la première partie, c'est, regarder si on peut faire quelque chose avec un objet, avec un type, et ben, on sait faire ça très bien, hein, il suffit avec del type de faire le truc et si on n'arrive pas à faire le truc, et ben, on s'en sort. Donc là, c'est une des 100 façons, d'écrire un type tray, hein. Là, je mets, l'expression que je veux vérifier. Est-ce que, j'ai le droit de faire mon move assign? Bah, je le fais et puis, si ça marche, je renverrai true type et je récupérerai sa valeur et puis si ça marche pas, ça récupérera, j'aurai du sFinae et donc, voilà, il y a ce sera cet appel-là qui sera, choisi et donc, j'ai écrit mon trait, tranquille. Donc avec ça, je peux détecter si un type, il est, move assignable, là, dans mon cas. Mais, je ne sais pas s'il est trivially move assignable. Donc comment est-ce qu'on peut savoir si un type, si, l'opérateur de move, c'est celui qui est par défaut ou c'est celui qui est spécifié par, l'utilisateur? Ça ressemble vraiment à quelque chose que seul le compilateur peut savoir. Mais, comme, là vous pouvez le voir, il y a une petite astuce dont, je suis assez content. Voilà, déjà ça me permet de placer un jeu de mots d'une saveur, indicible. Mais, dans le standard, il est dit que si on fait une union, hem, d'un certain nombre de types, eh bien, certaines des propriétés de cette union-là, dépendent des propriétés des types sous-jacents. En particulier, je suis, trivialement quelque chose. Alors c'est-à-dire, pour, pouvoir être copiable, juste copiable, eh ben, il faut que je sois trivialement copiable, sinon il faut fournir, une implémentation. Donc, avec ça, eh ben, je fais une union d'un seul type, ce qui est possible. Et dans cette union-là, eh bien, si mon type il est, trivialement, move constructible, eh bien, mon union elle sera move constructible et s'il n'est pas trivialement move constructible, eh ben, mon union ne sera pas move constructible. Donc c'est une façon là d'avoir un type adapteur qui nous traduit la propriété «je suis trivialement quelque chose» en «je suis quelque chose». Et donc en combinant, ce petit helper avec notre, trait, précédent, eh bien, on est capable d'écrire: «Est-ce que je suis, trivialement, move assign?» Et à partir de là, eh ben, on peut reconstruire tout notre trait, tous les traits de la STL dont on avait besoin pour faire hem, le trait, nécessaire pour small vector. Donc c'est assez rigolo parce qu'on part de propriétés assez fines, du langage, pour arriver à reconstruire quelque chose qu'on imaginait être, un intrinsèque du compilateur. Donc là, ça rentre vraiment typiquement dans, la partie, bidouille, hein. Mais, la chose amusante, c'est que si tout se passait bien, donc dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de faire de ce genre de bidouille, mais, comme on vit dans la réalité, eh bien, il faut, faire avec la réalité. Les personnes, dans l'audience qui travaillent, qui font du bricolage dans la vraie vie savent que dans la vraie vie, ça ne se passe jamais bien. Et ben, en compilation, finalement, c'est pas beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'était premier retour d'expérience. Un deuxième, le bit vector. Alors, le bit vector, c'est, l'implémentation de std vector bool dans LLVM, hein. Un peu comme dans les jeux vidéo, il y a une tradition dans LLVM de réimplémenter tous les conteneurs standards pour, avoir les propriétés qui nous intéressent. Et dans celui-là, eh ben, il s'était dit, c'est quand même mieux si on gère la mémoire à la main parce qu'on voit std vector,
il y a besoin de 3 champs à l'intérieur, ça consomme beaucoup de mémoire alors que nous, on peut le faire mieux avec juste 2 champs. Donc c'est pour ça, hein, on se retrouve avec, toute l'implémentation classique, on fait attention quand on fait nos moves, nos copies et cetera, de bien gérer la mémoire comme il faut et il y avait une chose, assez rigolote, c'est que du coup, ils ont juste, 2 champs, un pour la taille et un pour, le pointeur, alloué et donc quand on, fait un clear dans le sens std vector clear, ben, on remettait juste la taille à 0, c'est une optimisation comme ça, on n'a pas besoin de réallouer la mémoire plus tard. Mais ça donc moi dans mon nettoyage de code, bah, je suis passé à un small vector au lieu de mémoire, gérée à la main, parce qu'il y avait plusieurs bonnes propriétés d'un point de vue performance, parce qu'on avait souvent des bits vecteurs qui restaient du coup, sur la pile. Mais le fait d'avoir une optimisation là où le clear on fait juste un size 0, et ben, ça faisait que, si on faisait des accès après à crochet 0, crochet 1, crochet 2, et ben, ça restait, valide parce que, notre pointeur derrière il n'était pas, désalloué, aucune vérification et donc on avait du code qui était, faux, vu il accédait à des données qui étaient au-delà de la taille, officielle pour le bit vector. Mais c'était caché par une optimisation et donc Valgrind disait: «Bah non, cette mémoire, elle a bien été allouée, il y a aucun problème» et donc ensuite en passant sur des conteneurs avec, blindés d'assert et ben, on a pu détecter ce souci-là. Donc là, petite leçon, hein, en passant, parfois en faisant mais qui surprendra pas grand monde, hein, en faisant de l'optimisation et ben, on se prépare à se tirer une petite balle dans le pied et heu et quand on fait du C++, c'est la balle, c'est souvent un missile, mais ça fait partie de la saveur, de l'activité. Voilà. Alors toujours sur BitVector, hem il est assez courant quand on utilise des bits vecteurs de chaîner les opérations, de vouloir faire, un et suivi d'un ou bien d'un et, d'un XOR, non un autre bit vector. Enfin, il y a plusieurs opérations de type, ensemble qui se traduisent bien en opération point à point et si on écrit ça à la façon classique et ben, on retombe sur un problème, classique, à savoir, plein de bits vecteurs, intermédiaires pour, stocker les valeurs intermédiaires. Donc ça posait des petits soucis, de performance dans LLVM à certains endroits et donc on avait, l'option, atomique qui était d'écrire un moteur d'expression template pour, BitVector, mais ça aurait certainement été, refusé, à la relecture de code et donc je suis, très heureux de vous partager ce mini, moteur en 10 lignes où en gros on donne notre, fonction lambda F qui représente, les opérations qu'on veut faire, sur, donc c'est notre expression abstraite de ces opérandes. Ensuite, on passe le vecteur de sortie et puis, les différentes opérandes de notre expression. On fait quelques vérifications de cohérence sur les tailles de nos vecteurs vu qu'on a que des opérations point à point et ensuite on a juste à appeler, la fonction passée en paramètres sur chacun des bits. Alors bon là comme c'est un bit vecteur, on l'applique bien sûr sur, entier, par entier et ça nous fait de la pseudo-vectorisation, magique. Mais là, c'est un compromis intéressant et c'est pour ça que je voulais parler de ce petit bout de code-là. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est, moins agréable à l'œil de faire notre apply avec notre lambda fonction, passée explicitement que de faire notre jolie composition et de pouvoir dire: «Oh regardez, c'est comme si on écrivait des mathématiques». Mais, c'est plus facile de maintenir, ces 10 lignes de code-là. C'est pas une classe qui est centrale dans LLVM. Enfin, en tout cas, cet usage-là d'optimisation, il est pas central. Donc, parfois, on pèse le coût de maintenance par rapport au coût, d'utilisation et on trouve que ce genre d'optimisation est tout à fait suffisante. Voilà, donc la notion de compromis, là encore. Alors en parlant de compromis, un petit bout de code sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps, hein, mais gageons que, après, des milliards de recompilations de code, ça fera une différence, dans l'énergie dépensée dans l'univers. Ce bout de code-là, il est tout simple, il lit, un fichier, donc qui a été, chargé dans Buffer. Le deuxième paramètre alloc là, il nous indiffère et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, d'associer
à chaque, nouvelle ligne, la position du caractère, qui a introduit cette nouvelle ligne. Donc la première fois, si au bout de 10 caractères, on a une nouvelle ligne, et ben, on mettra, à la place, 0, la valeur 10. Et puis, si ensuite on a directement une nouvelle ligne, et bien on mettra à la place 1, la valeur 11, et cetera. Donc ça paraît super simple à faire et on se dit: «Mais, heu, pourquoi? Pourquoi, il nous parle de ça?» Bah, je vous parle de ça parce que cette fonction-là, elle est apparue dans mon profiler, en assez haute position. Donc, passer dans, juste lire une fois tout un fichier et puis, compter les retours chariots et leur position, et ben, c'est quelque chose qui, si on utilise l'algorithme, d'Ebilos, et ben, c'est pas super efficace. Donc, l'algorithme simple, alors bien sûr, il existe, des gens dans l'univers qui, mélangent les différents types de retours chariots dans le même fichier, hein, et on essaye, d'être bienveillant avec eux, hein, ce qui est un vrai signe d'intégration, et de volonté positive. Et donc on est obligé d'avoir à l'intérieur de notre boucle while, de notre boucle sur les caractères, de vérifier est-ce qu'on a un anti/n, un anti/r, et si cet anti/r est suivi d'un anti/n, il faut bien sûr pas compter de nouvelles lignes, les magies de la portabilité. Donc là, quand on regarde ce code-là avec un œil, performance, on se dit: «Bah, ouais, ce qui va coûter là déjà, ces branchements-là, c'est pas terrible. À chaque caractère, on va faire 2 tests qui vont probablement nous renvoyer faux, parce que, bah, la plupart du temps quand même, on écrit des choses, intéressantes et pas juste des retours chariots dans notre code. Donc j'ai fait une petite étude d'ailleurs sur la densité de retours chariots, dans la base de code LLVM, et c'est à peu près du 1 pour, 50 ou 1 pour 60. On n'est pas loin d'une nouvelle ligne tous les 80 caractères comme, les adages, parlent. Alors c'est un peu inférieur bien sûr, mais et donc comment est-ce qu'on optimise ce truc-là? Ça, c'était le problème. C'est un problème assez rigolo parce que ça ressemble à un micro benchmark, donc heu, c'était amusant à regarder. Donc la première chose, que j'ai tenté, c'est de rester dans le monde du séquentiel, d'utiliser un petit built-in là, donc built-in expect, ça vous dit ça, c'est une information de PGO, donc Profile Guided Optimization, mais que je fournis moi, utilisateur, à mon compilateur en disant: «Ben, je pense que l'expression, en premier argument, et ben, elle va renvoyer la valeur en deuxième argument». Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais dire: «Bon, ben, je vais regarder si je suis entre anti/r et anti/n», et il se trouve qu'entre anti/r et anti/n, dans la table ASCII, bah, il y a pas grand-chose d'intéressant, à part, non, il y a pas grand-chose d'intéressant. Je crois que les caractères dedans sont des caractères, vraiment, très rares. Et donc là, je fais 2 trucs malins d'un. La première chose, c'est que je fais un test qui est pas un test parfait, mais qui est pas loin qui a très peu de faux positifs, au lieu de faire 2 tests pour savoir si je suis dans la condition, retour chariot. Et la deuxième chose, c'est que je dis au compilateur que de toute façon, ce test, il va échouer. Donc tu peux, donc au niveau prédiction de branchement, tu peux, considérer que, la prochaine chose que tu vas faire, c'est ton i++ et que le reste, ça a peu de chances d'arriver. Et en faisant ça, on a, déjà des performances, améliorées. Alors j'ai plus bien sûr les valeurs en tête, mais, ce n'est pas important parce que, c'est pas le point que je voulais mettre, en avant. Donc ça, première optimisation qui est passée assez bien, même bon, voilà, on peut se brosser un peu le nombril. Chris Lattner a dit que c'était malin, et je trouve aussi que c'était malin, mais voilà. Mais ensuite, on peut se dire: «Soyons un peu plus malins», et on va faire du SSE, enfin donc de la vectorisation. Alors là, j'ai mis, des noms en capital d'imprimerie parce que, c'est plus simple à lire, et on peut imaginer que ça aiderait pour la portabilité sur d'autres jeux d'instructions. Et en gros, bah, on va charger, nos caractères, 8 par 8 ou 16 par 16 suivant le jeu d'instructions qu'on utilise, et puis, ou 32 par 32, bref. Et on va regarder si parmi ceux-là, on a, soit, un anti/n, soit un anti/r. Donc c'est la lecture là, est pas très, très dure, à voir. Je veux dire, le code, il a pas tant perdu que ça en lisibilité pour du code vectoriel. Et puis si, on n'a rien trouvé, donc on stocke dans le masque, le résultat de est-ce que, tu as trouvé quelque chose. Si tu as rien trouvé, ben, hop, tu peux faire ton i plus égale, la taille d'un vecteur, et donc on mange vite, nos données. Et puis sinon, et ben, avec le masque, on a aussi une information sur la position du premier match, et donc on utilise un built-in
CTZ, donc ça compte le nombre de count trailing zero. Donc ça nous permet de savoir où est-ce qu'il y a la valeur et puis ensuite, on fait nos petits tests pour enregistrer notre retour chariot. Donc ça, en termes de performance, ça défonce tout, c'est vraiment bien. Mais mes relecteurs m'ont dit: «Bah ouais, mais c'est bien, mais LLVM, c'est pas compilé seulement sur Intel, donc on va faire quoi? On va se mettre à écrire plusieurs surcouches, on va se mettre à dépendre de Eve écrit par Joël, c'est quoi la solution pour que ça soit portable?» Bah, moi je vais dire: «Bah, on s'en fout, si on détecte SSE, on prend ça, sinon on prend la version d'avant», bah ouais, mais ça fait 2 trucs à maintenir, donc ça c'était pas, voilà. Alors en relecture, ça a été refusé et le truc, beaucoup plus acquis a été accepté. Je suis assez content d'avoir passé ça. Donc là, cette fonction un peu bizarre, bon déjà ça a l'air intelligent donc ça vient pas de moi, hein, voilà la ref, elle est elle est elle est là. Ça nous permet de tester, sur un mot, donc le mot là, le type T, on va dire que c'est un entier 64 bits, ou un entier 32 bits et puis, si on applique cette petite formule magique, on peut savoir si, dans ce mot-là, il y a au moins un octet dont la valeur est comprise entre M et N. Alors oui, il y a des gens qui se sont intéressés à ce problème et qui ont trouvé une solution, remercions-les et une fois qu'on a ça, bah, on a un test, non vectoriel pour voir si dans un entier, 64 bits, il y a, un octet qui vérifie notre propriété: «Je suis entre anti/r et anti/n». À partir de là, bah, on peut en fait reprendre notre code, SSE et remplacer les opérations SSE par des opérations, classiques, hein. On charge, nos chars étoiles dans un int64. On fait planter la validation sur des machines, exotiques parce qu'on oublie de gérer l'Indianness, donc on gère l'Indianness en faisant le bswap, qui va bien et puis ensuite on fait notre test. Est-ce que, tu as un truc entre, anti/n et anti/r? Si oui, ben, sinon, bah, tu sautes de la taille d'un mot et donc là, ben, on lit, 8 octets par 8 octets, ce qui est déjà pas mal. Et puis sinon, bah, on a quelque chose qui finalement ressemble encore beaucoup, au code vectoriel, hein. On compte, les trailing 0 et ça nous met sur le bon octet dans notre entier 64 bits. On le sélectionne, avec un peu de boubouitage et on enregistre, notre new line, au bon endroit. Alors quelle leçon de retenir de ces 3 versions? La toute première version, elle était un peu plus, bon les versions séquentielles, naïves, elle était ultra facile à lire, mais elle était pas performante. La version, SSE, elle était pour moi, je trouve, assez lisible, mais spécifique à une architecture. Mais c'était la plus performante. On avait une version, portable qui tirait parti de la fréquence de nos caractères, qui était un peu plus performante et plutôt facile à lire. Et puis on avait cette version-là qui est un peu plus acquis, mais qui est portable et qui est, assez proche des performances, SSE. Et finalement, ensuite, c'est un arbitrage à faire en fonction des propriétés qu'on veut pour notre code. Là, les propriétés qu'on voulait, c'était, un bon compromis, maintenance, portabilité, performance et donc c'est celle-là qui est passée. Hem C'est un choix qui est discutable, mais en tout cas, c'est celui que les reviewers ont fait. Moi, je leur ai proposé, ils ont choisi. Je me suis amusé, j'ai rien à redire là-dessus. Donc à la fin, ça va quand même, plus vite, hein, et c'est moins lisible. Parfait. Ouais, c'était très intéressant à écrire. On continue sans transition. Je regarde pas les questions, hein, parce que moi j'ai ça en plein écran. Je n'ai pas 3 écrans, pour voir ça. On gérera ça à la fin. Heu, un truc, donc une, fonction toute bête qui va nous encoder en base 64 un vecteur de char et à l'intérieur, on voit, cette ligne-là, un uint32 avec des bytes, qu'on shift qu'on additionne, bah, pour construire, un entier à partir de différents bytes. Hem, il y a un problème si on fait ça. Il y a un vrai problème. Bah, tiens, là, on peut utiliser l'interactivité. Hop, je vais changer et regarder, dans n'importe quel canal si, l'un d'entre vous voit le problème qu'il y avait dans ce petit bout de code. Donc bon, je vais vous le remettre juste pour, hop, non, oui.
Voilà. Donc quel est le problème qu'on peut avoir avec ça? Pourquoi? Pourquoi ce code était-il faux? Je bascule à la recherche de réponses. Je sais pas dans quel canal, les gens auraient pu mettre ça dans discussion, par exemple. Hop, un overflow, charbit différent de 8. Alors non, charbit, pas différent de 8, même si c'est vrai que ça aurait pu être, un bug rigolo. Un overflow, non, parce que quand tu shift, quand tu fais une opération, sur un char, on passe en int, par défaut. Ah, pas sur le shift? Sur le i+2? Non, non, non. Ce qui est arrivé, c'est assez rigolo, c'est que le problème, c'est le fait de faire des plus là. Parce que, du coup, nos valeurs ici, heu, si exactement celui-là, non pas celui-là, celui-là. Si on le shift, on va se retrouver avec une valeur qui éventuellement, va être donc ça se transforme en entier, hein, c'est le cast automatique, mais en entier signé. Du coup, on va se mettre à faire des plus entre entiers signés et donc alors qu'on voudrait faire un ou en fait, parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment, mettre les bits les uns à côté des autres, dans les bons octets et le fait de faire un plus et ben, ça ne marche que si on est sur des entiers non signés et comme par défaut, le upcast de char, c'est sur des entiers signés, ben, on se retrouvait à faire des additions qui prenaient en compte le bit de signe et de temps en temps, du coup, le résultat n'était pas celui attendu. Donc on ne fait pas de concaténation d'octets dans un entier signé, on le fait dans un entier non signé. Puis de façon plus générale, on utilise un même copy quand on veut, faire ce genre d'opération parce que, le compilateur, il sait très bien, optimiser ça, hein. Il va pas nous générer un appel système à même copie pour charger les 3. Il va reconnaître l'intrinsèque et nous faire quelque chose qui, est pas undefined behavior et qui marche, correctement. Donc voilà, c'était un petit bug assez rigolo qui a pas eu un impact, fou mais, qui était amusant. Donc on peut autre leçon, on peut écrire du code dans un compilateur et mal gérer le standard. Ça arrive, à plein de gens, y compris à moi évidemment. Alors, un beau pavé de code pour finir. Ce pavé de code, il est pas super intéressant en soi, hein, il calcule, on lui donne, une chaîne et puis, il va regarder, combien de cette chaîne de caractères va prendre, de taille, à l'écran, en prenant en compte que c'est de l'Unicode et donc, c'est pas le nombre de la taille de la chaîne n'est pas égale, au nombre de, à la taille à la largeur prise, à l'écran. Donc il y a de la tambouille UTF-8. Alors oui, là, LLVM, a sa propre petite lib, Unicode, on passera là-dessus et ce bout de code-là, il m'est apparu quand je faisais, de la mesure de performance, sur le dump, sur le obj dump de LLVM. Alors il y a une propriété quand même super amusante de obj dump, c'est que généralement ça vous sort de l'ASCII, hein. Pas, il y a pas beaucoup de smiley en Unicode, dans, alors il peut y en avoir quelques-uns, hein, dans les parties chaînes de caractères, mais quand même, la grosse majorité, c'est, de l'ASCII, c'est de l'hexa affiché en ASCII. Donc, c'était pas faire tout ce calcul-là alors qu'il y avait un chemin rapide, c'était pas, super, pertinent. Et donc la grosse optimisation, c'est encore, du profile guided optimization, mais où on connaît en fait des quelques propriétés de notre jeu de données de départ. On fait juste un petit truc du genre, eh ben, si, je suis sur, un caractère de taille 1 et qu'il est affichable, eh ben, je fais +1 et puis voilà. Donc on remplace, plein de calculs Unicode par, juste, je sais que je suis sur de l'UTF-8 et donc si, mon caractère il prend que, 1 si c'est un seul caractère, UTF-8 et ben, je regarde s'il est affichable et je fais +1 dessus. Voilà, donc ça c'est juste, une condition qu'on mettait en début de boucle, hein, ça n'a parce qu'il faut quand même gérer les cas rares, mais
C'est une optimisation qui n'aurait pas été faisable même en activant, le Profile Guided Optimization, par le compilo. C'est, de la donnée qu'on rajoute nous, de la connaissance sur nos données en entrée qui nous permettent, d'améliorer les performances de notre code. Donc c'est quelque chose qui arrive assez souvent ça, donc j'étais assez content de placer ça. En plus, c'est pas très intrusif dans la base de code d'origine et je pense que c'était la dernière chose que je voulais partager avec vous. Oui, c'est ça. Donc, on peut passer, aux questions, aux commentaires, Ah si, j'en profite, si certains d'entre vous, sont intéressés, Red Hat, donc mon employeur, a 2 postes, ouverts actuellement. Alors un sur un, ingénieur de haut niveau en Clang, donc c'est assez, restreint, mais si vous appartenez à cette classe, sous-représentée, dans le monde et ben, vous pouvez vous manifester. Les conditions de travail sont intéressantes, comme j'espère l'avoir montré par mes exemples, même si c'était pas le but. Et il y a aussi quelque chose pour, travailler dans le automotive, mais je vous déconseille de faire ça parce que, mettre, trop d'intelligence dans une voiture, ce n'est pas un choix que je cautionne. Néanmoins, il y a des postes là-dessus. Voilà, voilou. Je passe aux questions. Persigned et là, c'est le drame. Voilà, exactement. Bien vu, Ronan. Est-ce que dans les questions, il y avait des questions? Des traits impossibles à émuler sans intrinsèque, compilo. Alors, bon, je vais commencer par le haut, c'est peut-être plus facile. Moi, l'ABI de std Israël n'est pas définie dans les dites ABI. Alors je ne sais pas si le terme ABI, convient pour un trait. En tout cas, son comportement, il est bien spécifié, bien sûr, et c'est des compilateurs qui ne suivent pas son comportement. Mais voilà, il faut faire avec. Le monde est ainsi fait. Nouvelle question de V1000. Des traits impossibles à émuler sans intrinsique compilo. Alors, pas dans le cas qui m'a été, donné de résoudre. Surtout que certains des sous-traits, étaient déjà implémentés correctement, enfin correctement, respectaient le standard à travers tous les compilos, gérés par supportés par LLVM officiellement. Donc je n'ai pas eu à m'intéresser à l'ensemble des traits. Dans la branche des, est-ce que tu es trivialement quelque chose, copiable, mouvable, et compagnie. Ensuite, il y a clairement des choses qui sont, qui ne sont faisables qu'au niveau compilateur, mais savoir lesquelles, comme ça là, je ne saurais pas te dire. Non. J'aurais pu dire le truc, savoir si quelque chose, est constant ou pas, parce que c'est une constant expression, mais j'ai vu que donc ce qu'on fait en C++ avec le constexpr if, le if constexpr, mais même ça, j'ai vu qu'en C, il était possible, en se reposant sur certains, comportements spécifiques à un compilateur, il y a une macro pour ça dans le noyau Linux, qui marche. Donc il y a quand même beaucoup de choses, faisables en userland. Mais malheureusement, je suis déçu de ne pas pouvoir te donner une réponse plus précise. Alors j'ai l'impression que la vitesse de dev de Clang ralentit. Un avis? Hem, bon, je n'ai pas fait donc je pense qu'il y a la vitesse de dev, tu parles de l'évolution de la base de code compilateur, je suppose, hein, Loïc? Donc si la réponse est oui, Je et je vais ben, me je vais permettre de répondre à cette parler parce question. que je suis sur la scène et du coup, c'est plus rapide de répondre. J'ai l'impression qu'au Oui. début, Clang était le premier à supporter les nouvelles features du langage et que cette fois-ci, il commence à être un peu à la traîne derrière GCC et Visual Studio. Donc et je me demande si c'est juste une fausse impression ou s'il y a un peu et donc je parle pas des aspects back-end, mais vraiment du front-end, en fait. Alors, moi je travaille pas du tout sur, la partie, support des nouvelles fonctionnalités du langage. J'aurais du mal à répondre à cette question-là. Par contre, je peux répondre à une question connexe, qui ira dans ton sens. Et il y a beaucoup de choses où, où Clang était quand c'était l'outsider, Clang compilait beaucoup plus vite que GCC. C'était vraiment notable. Heu et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, dans beaucoup le GCC et Clang se tirent la bourre et ils sont dans les mêmes ordres de grandeur. Alors bien sûr, il y a dans certaines situations, Clang est meilleur, dans d'autres, GCC est meilleur, mais l'avantage du nouveau est vraiment descendu.
et je pense que c'est normal. C'est-à-dire que quand tu ne supportes pas tous les cas, quand tu es concentré sur un sous-ensemble de problèmes, c'est plus facile d'aller vite et alors je victime de son succès, c'est c'est un peu facile de dire ça, mais maintenant il y a plus d'inertie dans Clang, sur beaucoup d'aspects, dans Clang et LLVM d'ailleurs, et je pense que c'est normal. Une partie là, vous avez vu qu'il y avait plusieurs aspects performance là dans la petite présentation que j'ai faite. C'est parce que, sur mon temps, Red Hat, j'ai le droit de jouer à ça, et donc je me suis dit: «Bah, ce serait quand même rigolo d'arriver à faire redescendre un petit peu les temps de compilation de Clang, enfin les temps que Clang met à compiler, du code». Et donc je cherche à grappiller à droite à gauche là des performances, c'est un sujet amusant. Et pour aller toujours dans ton sens, le temps de relecture aussi, il y a moins de personnes, et ça j'ai eu des retours sur le canal IRC, beaucoup plus de temps qui s'écoule entre le moment où tu soumets une relecture et le moment où tu arrives à avoir, ton patch qui arrive dans la base de code. Il y a peut-être moins d'experts, tu vois? La base, ou bien il y a même nombre d'experts, mais la base de Go code grandissant, il y a moins d'experts par ligne de code, tu vois? Quelque chose comme ça. Et pour aller dans l'autre sens, la présence de Clang a été très bénéfique pour GCC parce que ça lui a bah, la concurrence, a joué positivement. C'est pas toujours vrai dans l'économie, mais en tout cas là, dans le monde de la compilation, ça a eu un vrai effet, positif. Heu, j'ai plusieurs, core dev, GCC en collègues, et voilà, les messages d'erreur, c'était un des grands, avantages de Clang. Bah, maintenant les messages d'erreur de GCC, ils ont grandement gagné en lisibilité, vitesse de compilation aussi, donc ça, je ne serais pas surpris que la réponse soit oui. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions, je vais dans l'autre. Toc, c'est bon. Eh bien, Ouais, a priori, il y a pas d'autres questions, ouais. Écoute, merci beaucoup.